Alors, j'ai plusieurs remarques que j'ai pas eu le temps de faire dans la vidéo précédente. La première, c'est que ici, dans la démonstration de ce corollaire, je vous ai exprimé ici le fait que, par exemple, petit 2, ici, voulait dire que l'application U était injective. Donc l'application U, c'était l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice grand A. Pourquoi ici je vois ça comme le fait que l'application linéaire U est injective? Tout simplement parce que je vous ai déjà démontré, je vous ai déjà expliqué en tout cas, que l'application linéaire canoniquement associée à la matrice A, c'est l'application qui a X associé à X. Donc ça, si vous préférez, là il écrit quoi? Il écrit U de X égale 0 implique X égale 0. Donc c'est bien l'injectivité de l'application linéaire U. Là il y a marqué quoi en fait? Le Y égale à X, il veut dire Y égale U de X. Donc c'est bien la surjectivité de l'application U. Ça, c'est bien la bijectivité de l'application U. Et ça, c'est bien aussi l'injectivité de l'application U, puisqu'il y a marqué il existe un O plus un antécédent. Deuxième remarque, c'était dans la démonstration du théorème 4, où ici, on s'est fatigué à appliquer le théorème 1 pour dire qu'il existait une unique application linéaire V de F dans E. Souvent, ici, on me demande pourquoi ne pas prendre tout simplement l'application linéaire canoniquement associée à la matrice grand A. Tout simplement parce que ici, les espaces vectoriels dans lesquels on travaille sont E et F, et B1 et B2 sont de base quelconque. Faut bien comprendre que ici, on peut malheureusement pas utiliser l'application linéaire canoniquement associée, parce qu'on obtiendrait quoi? On aurait dans ce cas-là F et E qui seraient K puissance n, et B1 et B2 d'ailleurs qui seraient deux fois la base canonique. Donc application linéaire canoniquement associée, c'est bien dans des espaces vectoriels de la forme K puissance quelque chose, et forcément avec la base canonique. Et ici, moi je voulais pas ça. Je voulais pouvoir ici composer, donc j'avais besoin que les bases soient les mêmes. Et pour ça, évidemment, si on veut prendre les mêmes bases, il faut évidemment que les espaces vectoriels soient les mêmes. Donc ça, c'est important. On revient à ce qu'on était en train de dire ici, où j'ai écrit à 3 reprises l'équation y égale à x. Il est important de comprendre que les équations de la forme y égale a fois x ne sont rien d'autre que des systèmes linéaires. Ici, la matrice A étant de taille n fois n, il s'agit donc de systèmes linéaires à n équations et n inconnus. Par exemple, si j'écris ce système-là, c'est bien de la forme y égale à x, je l'écris dans le cas n égale 2, le produit matriciel me dira que 8, il vaut quoi? Il vaut donc, comment on calculera le nombre qui est là? En faisant cette ligne-là avec cette colonne-là, j'obtiendrai bien 2x1 plus 3x2. Comment on obtiendra 3? J'obtiendrai 1x1 plus 5x2, simplement par application du produit matriciel. Donc vous comprenez qu'au final, il n'y a même plus besoin de faire un produit matriciel. Vous voyez bien que la matrice, il y a un 2, il y a un 3, il y a un 1 et il y a un 5. Donc vraiment, la matrice carrée ou le système linéaire, c'est la même chose. Grâce à ça, on va déterminer une méthode d'inversion d'une matrice, soit A une matrice carrée. Pour prouver que A est inversible, il suffit de prouver que pour tout Y, le système AX égale Y d'inconnu X est de Cramer, c'est-à-dire admet une unique solution. Donc c'est vraiment la proposition qu'on a vue ici. Ensuite, la résolution du système par la méthode du pivot de Gauss permettra d'écrire x en fonction de y, c'est-à-dire qu'on va réussir à trouver x sous la forme b fois y. On obtient alors que b c'est l'inverse de a, puisque b représente alors la matrice de la réciproque de x donne à x. D'accord? Donc b automatiquement sera l'inverse de la matrice a. Donc on va mettre ça on va voir ça sur un exemple avec cette matrice-là, montrer qu'elle est inversible et déterminée à moins 1. Donc déjà je dois faire quoi? J'écris le système grand Y égale A fois grand X. Alors j'écris pas un grand Y et un grand X, bien sûr pour pouvoir faire les calculs. Le grand Y, j'écris Y1, Y2, Y3, et là X1, X2, X3. Donc j'obtiens ça sous forme d'un système. Évidemment, pour faire ce système, j'ai fait aucun produit matriciel. J'ai bêtement recopié. Première ligne, j'ai 0, donc j'ai 0x1. Là, j'ai un 1x2, et là, j'ai un 2x3. Ensuite, j'ai deuxième ligne, j'ai 1x1, 1x2, 2x3. Troisième ligne, j'ai 0x1, 2x2 et 3x3.
Bon, je résous le système, donc comment on fait? La ligne 1, j'ai pas mis les étapes de enfin, j'ai pas dit ce que je faisais comme étape de calcul, mais tous les calculs y sont. Donc la ligne 1, vous voyez qu'elle est passée en première position. Cette deuxième ligne, elle est passée en deuxième position. Cette ligne-là, elle est passée en deuxième position. Et puis là, j'ai fait quoi? J'ai soustrait ces deux lignes pour faire disparaître le 2x2 qui est là. Donc vous voyez, j'ai pris cette ligne-là et je lui ai soustrait deux fois cette ligne-là pour obtenir ça. C'est terminé, en tout cas, j'obtiens que les trois pivots ici sont non nuls. Donc ça prouve que le système de Cramer est de Cramer, donc ça prouve que la matrice A est inversible, puisque, encore une fois, je répète, on vient de démontrer qu'on est dans cette situation-là, on vient de démontrer que pour tout y, il existe un unique x, puisqu'on vient de démontrer que le système est de Cramer, puisque les trois pivots sont non nuls. Ça veut bien dire qu'il existe un unique x. On continue la résolution, cette fois pour trouver, comme je l'ai expliqué ici, quelque chose sous la forme x égale b fois y. Donc, on continue la résolution. D'abord, je dois faire disparaître les 2x3 qui sont là. Donc, que ce soit à la ligne 1 ou la ligne 2, je lui rajoute 2 fois la ligne 3. J'obtiens ceci, vous vérifierez les calculs quand même. Et puis, ici, il reste à faire quoi? Il reste à la ligne 1, lui soustraire la ligne 2, et j'obtiens ça. Ce qui est important à ce stade-là, c'est de bien ordonner les y1 les uns en dessous des autres, les y2 les uns en dessous des autres, et les y3 les uns en dessous des autres, et dans cet ordre, y1 puis y2 puis y3. Pourquoi? Pour pouvoir écrire le système sous cette forme-là, en retrouvant bien le triplet que j'avais pris ici, x1, x2, x3, et celui-là, y1, y2, y3, dans le bon ordre, c'est fondamental. Et donc ici, j'avais un système et je l'ai réécrit sous forme matricielle, encore une fois, juste par lecture. Moins 1, 1, 0 pour la première ligne, moins 3, 0, 2 pour la deuxième ligne, 2, 0, moins 1 pour la troisième ligne. Donc c'est terminé, on obtient que la matrice A-1, c'est cette matrice-là. Donc vous voyez, première étape, juste avec la méthode du pivot Gauss, j'arrive sur un système qui est de Cramer, donc j'en déduis que la matrice est inversible. Si le système n'était pas de Cramer, j'en aurais déduit que la matrice n'était pas inversible, et on s'arrêtait là, c'était terminé. Et comme la matrice est inversible et qu'on me demandait pas juste de montrer l'inversibilité, mais qu'on me demandait aussi de déterminer A-1, je suis obligé de terminer la résolution pour arriver à cette égalité-là qui me permet de trouver A-1.